Partie 2. 2 poulets et 3 cadavres. Et une souris verte. verte. C'est vrai, j'aurais dû le mettre dans l'autre ordre. 3 cadavres, 2 poulets, une souris verte. Notre histoire commence le samedi 25 octobre 1941. Aux alentours de 8 heures, Jeannette Valade, une petite paysanne de 16 ans, se dirigeait vers le château d'Escoir. Elle avait en main 2 poulets vivants qu'elle s'en allait porter à Madame Amélie. On se rappelle que c'est le... On s'en rappelle pas, on n'était pas là. On vous apprend que c'était le rationnement dans ce temps-là, à cause de la guerre. Bon. Fait que il y avait une entente de la famille de paysans, de villageois, de la petite Jeannette Valade, donnait des poulets au château, aux habitants du château. Donc, la petite Jeannette est entrée par la cuisine de la maison. Et elle a appelé, mais personne n'a répondu. Puis là, elle a entendu du bruit. Qui veut des poulets? Qui veut des poulets? Je suis arrivée avec... Livraison bénie! Que désirez-vous? Pout, 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 Saint-Hubert barbecue! Mais personne n'a répondu. Puis là, elle a entendu du bruit de l'autre côté. Fait que là, elle a traversé la cuisine. Elle était comme, allô, avec allô? Puis là, il y avait du bruit et tout. Puis là, elle s'est dirigée vers un petit salon qui faisait office de chambre à Madame Amélie, la tantine. Et là, elle a fait une découverte macabre. La chambre était dans un bordel qui aurait fait rougir Pacifique Plante. Lol. Et 2 pieds dépassaient de la couverture. Elle pensait au début que c'était une statue, mais tout à coup, elle a comme catché que c'était pas une statue couchée dans le lit, c'était sans doute un cadavre. Alors, prise de panique, Jeannette s'est sauvée au plus Christ et elle est retournée chez eux et elle a donné l'alerte. Et là, en sortant, dès qu'elle est sortie, dès que Jeannette est sortie du château, possiblement avec ses poulets ou elle avait peut-être laissé en cuisine, un cri a résonné dans le petit matin. Romain et Victoria Tolu, les gardiens qui habitaient dans une petite maison à 40 mètres du château, parce qu'ils étaient des pauvres et les employés des Girard, se sont précipités vers le château pour voir qui criait comme un perdu à une heure si précoce. On fait dodo! D'ailleurs, le Seigneur a dit « Ta gueule! » C'était Henri Girard qui criait, le fils de la famille, et il criait « Ils sont tous morts! Ils sont tous morts! » Alors la police a été appelée. Et tout le monde a crié « Ta gueule, sale gosse! » T'es rien qu'un sale gosse, Henri, on t'emmerde! Alors la police a été appelée, et c'est alors que les Tolus, les gendarmes, le maire d'Escoir et quelques curieux sont entrés dans la maison et ont découvert un véritable massacre. Le maire? Le maire était là. Moi aussi, j'ai tiqué là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis dans mon histoire. Oui, c'est... Le maire. Valérie Plante, elle va pas venir si quelqu'un est mort. Le maire était là. Oh, ça serait malaisant si Valérie Plante était là. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! On pourrait-tu mettre une piste cyclable direct dans ton salon? Ah! Bon, dans une chambre près de la cuisine, gisait le cadavre de Georges Girard. OK, je vais essayer de tourner dans mon accent. Celui-ci était mutilé. Il avait été défiguré par de nombreux coups de lame et s'était visiblement défendu contre son agresseur parce qu'il y avait des blessures défensives. Un autre cadavre se trouvait tout près, celui de la bonne, Louise Soudet. S-O-U-D-E-I-X. Puis là, les gens prononçaient ça Soudet et Soudeux. J'ai pas compris pourquoi. Donc, Louise était morte. Elle avait été tuée d'un seul coup à la tête, avec le même objet tranchant. Et dans sa chambre, Madame Amélie, qui n'était pas une statue, gisait morte dans son lit, comme l'avait entrevue la petite Jeannette. Curieusement, c'est elle qui avait reçu le plus de coups. 18 au total, dont 6 avaient été donnés post-mortem. Elle semblait aussi s'être défendue, ses mains portant des traces de blessures défensives assez étendues. Je pense que les pires blessures dans les descriptions, c'est toujours les blessures de défense, parce que c'est de savoir que la personne a essayé de rester en vie. On dirait que ça me glace le sang. Ah, tu le sens glacé par cette histoire jusqu'à date? Non, le sang chaud, il fait chaud dans le sous-sol. D'accord. On a quasiment fini. Je le sens chaud. On n'a pas fini ce cas-là, on commence, mais on a fini notre enregistrement d'aujourd'hui. Dans la cuisine, les gendarmes, le maire, les gardiens et tout le monde en ville a découvert l'arme du crime. C'était une serpe maculée de sang. Comme dans François Pérusse. Mais une serpe, c'est comme Panoramix, non? Oui, exactement. Puis là, justement, dans l'épisode de l'heure du crime, Philippe Jainada, il disait « Ah, moi, quand je pensais à serpe, je pensais à Astérix. » Mais il a expliqué qu'en fait, c'était plus comme une faux, parce que c'était très grand comme instrument, c'était lourd. Ah, puis... comme celle-là de la faucheuse.
Oui, c'est ça, comme il faut, c'est ça. Puis Ça tombe bien que j'ai les 2 tatoués sur ma jambe gauche. Génial! Faites votre choix. Les gardiens utilisaient ça pour couper Ouais. des racines de vignes, Ouais. puis des choses comme ça. Bon. Donc, Romain Tolu, le gardien, l'a reconnu immédiatement. C'était sa serpe. Il l'avait prêté à Henri Girard la veille quand le jeune homme avait voulu... il avait prétexté qu'il voulait ouvrir une serrure avec. Et là, la femme, la mère Tolu, il avait dit « Est-ce que tu es sûr que c'est le bon outil pour ça, mon Henri? » Monsieur, ça sonne comme du overkill. Henri, le sale gosse, aurait répondu « Laissez-moi vivre et posez pas de questions » et il serait parti avec la dite serpe. Va chier! C'est ça. Bon, Henri, le seul survivant de la tragédie, on s'en rappelle, est interrogé immédiatement par les gendarmes sexy. C'est moi qui raconte, fait que j'ai décidé qu'il était sexy. Henri leur a dit que c'était sans doute un cambriolage qui avait mal viré. Regardez l'état des lieux, c'était dans un bordel, je vous l'ai dit. Dit-il, couvert de sang. Ah, non. Il a raconté à la police que sa tante était arrivée le 13 octobre. Là, on est rendu le 25 novembre. Attendez, me remonter en haut de mon script. Oui, non, 25 octobre, pardon. Donc, il était arrivé moins de 2 semaines auparavant. Lui-même, Henri, est arrivé le 16 octobre et il avait ensuite appelé son père, qui était à Vichy, parce qu'il était fonctionnaire dans le régime de Vichy, je l'ai dit déjà. Il aidait les gens à trouver les Juifs pour aller comme les porter dans les camps. How dare you? C'était un rebelle poète bibliothécaire, OK? Non, c'est un collabo. Oui. Pour lui demander Donc, Henri avait appelé son père à Vichy pour lui demander de venir les rejoindre pour qu'il puisse parler de sa future carrière à Henri. Parce qu'il y avait des problèmes avec ça, on va en reparler plus tard. Ma future carrière de meurtrier. De banquier, oui, c'est ça, de banquier. De banquier. Georges Girard est donc arrivé le 24 octobre, soit la veille de sa mort. La veille, donc le 24, ils avaient soupé à 19h30. Ils avaient mangé de la soupe aux haricots, because rationnement de guerre, on le rappelle. Et ensuite, ils s'étaient couchés. Georges Girard s'était mis au lit vers 22h30, Madame Amélie une heure plus tard environ, et le jeune Henri Girard, quant à lui, avait passé des heures à lire dans son lit un roman de l'écrivain français Paul Bourget intitulé « Le sens de la mort ». Il se tiquait bien là-dessus dans l'heure du crime. Ça a été publié en 1915 et ça a récolté la cote de 3,2 sur 5 sur Babelio. Oh! Une bonne lecture de chevet! Une très bonne lecture de chevet. Et si les chambres d'Amélie et Georges se situaient près de la cuisine, celle d'Henri était dans une autre aile du château complètement. Pendant la nuit, il a dit aux gendarmes qu'il n'avait rien vu, rien entendu de spécial et qu'il s'était couché vers minuit. Je lisais mon livre, j'étais très paisible. Voilà. Je venais de prendre ma douche, j'étais un propre gosse. Non, il était un sale gosse. On va y revenir plus tard, il était littéralement sale. Donc Henri, qui était, on le rappelle, un sale gosse de 23 ans, n'avait pas l'air particulièrement troublé par la tragédie qui venait de se dérouler. En fait, un peu après la découverte des cadavres, pendant que les experts médico-légaux qui avaient pogné dans le coin, sans doute comme n'importe qui, parce qu'ils l'ont dit dans l'histoire de Virginie Gobeil, oui. Des fois, tu peux avoir une excuse pour pratiquer la médecine quand il n'y a pas de médecin dans le canton. Bon. Oui, je veux bien regarder des cadavres. Pendant qu'eux autres étaient en train de procéder à l'autopsie sur la table de la cuisine du château, parce qu'il n'y avait pas de morgue dans le coin, I kid you not. Henri Girard était dans la pièce à côté en train de jouer du piano et de boire de l'eau de vie. Le maire est venu le voir pour lui dire « Yo, c'est pas le temps de prendre un coup puis de se prendre pour Billy Joel, c'est une scène de film. » Puis Henri lui a répondu qu'il se prenait pas pour Billy Joel, OK? Il se prenait pour Chopin, puis il jouait l'étude opus 10 numéro 3 qui est intitulée « Tristesse », OK? Concept. Parce que je suis triste, OK? Tristesse, OK? Non, ça c'est mon dos, OK? Ouais. Puis tu vas débarquer. Ouais. OK? Retourne regarder l'autopsie en cuisine. Bon, là, va-t'en. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. L'autre vie, à santé! Dans ma tête, en plus, il boit de la poire William ou quelque chose de dégueulasse de même. Ils ont nommé c'était quoi l'autre vie dans le podcast, mais je m'en rappelle pas parce que c'était pas quelque chose que je connaissais. Fait que c'était pas de la part William. Oh là là.